le lien avec l'énergie. Merci. Merci Freddy. Et bienvenue de retour à tous. Merci pour le déjeuner. Donc on repart pour la deuxième partie. On va s'intéresser à des échelles de temps plus longues. Et je vais revenir, donc longer time scales. Je vais revenir à ça tout de suite, maintenant que je sais passer en plein écran. Donc on s'est arrêté tout à l'heure avant le déjeuner à jusqu'où on peut aller. Et donc j'allais vous proposer de regarder dans ce que propose le Centre européen, et on peut par exemple avoir accès aux prévisions pour la semaine à venir. Donc ça c'est pour jeudi, en pseudo-image satellite. Et puis la question de savoir dans quelle mesure est-ce que ce qui est représenté là est pertinent et a un rapport avec ce qui va se passer. Donc là, on en est à dimanche. Donc ne prévoyez pas un pique-nique dimanche, apparemment. On voit une belle grosse tempête à l'ouest de l'Irlande. Et après, pour savoir si cette prévision est bonne, on peut s'asseoir et puis on va attendre dimanche et voir s'il pleut effectivement dimanche ou pas. Alors, en fait, on n'a pas de temps que ça de temps. Et donc, ce que j'ai fait plutôt et ce que je vous propose, c'est de regarder à quoi ressemblait. Donc, je vais revenir à ces figures que j'ai montrées ce matin. Et cette figure-là, c'était une prévision donc pour le vent à 850 hectopascales, donc à 1,5 km, et pour la pression au niveau de la mer. Et je l'ai récupéré samedi dernier. Donc c'était une prévision pour aujourd'hui, pour maintenant, à 6 jours et demi. Et pour se faire une petite idée, avoir une petite sensation de dans quelle mesure c'est fiable, je vais vous montrer des prévisions du jour d'après. On va voir si ça change beaucoup. Est-ce que ça change beaucoup d'un jour à l'autre? Et quand on arrive à aujourd'hui, alors je n'ai pas l'analyse, j'ai la prévision d'hier, est-ce que c'est très différent? Donc là, c'était 6 jours et demi en avance, 5 jours et demi, 4 jours et demi, et c'est quand même assez différent là. Mais là, quand on passe à 3 jours, vous voyez que la prévision à 2 jours, la prévision à 3 jours, la prévision à 24 heures, pour les échelles de temps et les structures spatiales qui sont représentées dans une carte comme ça de la pression au niveau de la mer, ça ne change plus beaucoup. Alors, si on regarde, je refais le même exercice avec les pseudo-images satellites qui nous donnent, d'après la simulation, une idée de ce qui se passe en termes de nébulosité. Là, on voit, on passe de 6 jours et demi à 5 jours et demi. Et il y a beaucoup plus de détails, il y a beaucoup plus de petites échelles là-dedans. Donc on voit beaucoup plus de différences. Mais quand on arrive à des choses comme 2 jours et 1 jour, la structure de l'écoulement n'a pas changé. Par contre, comme c'est un champ qui est beaucoup plus petite échelle, il y a beaucoup de détails qui vont être différents. Oui. Justement, si tu, en même temps que raffiner l'échelle spatiale, tu raffinais l'échelle, en même temps que l'échelle temporelle, tu raffinais l'échelle spatiale, est-ce qu'à 2 jours et demi, tu vois aussi quelque chose qui est stable? Non, là exactement, les endroits où vont se former les détails des structures des nuages qui vont se créer va faire intervenir des détails de l'écoulement à des échelles où on ne les connaît pas nécessairement dans l'état initial, et des détails de l'interaction avec la surface qui, surtout sur des régions continentales, va y avoir de la turbulence, des petites échelles qui apparaissent, qui contribuent à favoriser la formation de nuages à tel endroit, tel endroit. Donc il y a une bonne part du signal aux petites échelles qui ne va pas être prévisible, même en raffinant. Alors, ce que je voulais souligner avec ce petit jeu, si on regarde, ça passe pas très bien. Oui, le rectangle, la comparaison des 2 panneaux du haut,
C'était pour souligner à nouveau cette notion que différentes variables vont avoir différentes échelles sur lesquelles elles varient. Et que ce qui était très satisfaisant sur la pression, bien sûr, une variable comme la nébulosité et a fortiori la précipitation, ça va être beaucoup plus difficile à prévoir et on ne va pas s'attendre, on ne va pas manipuler ce genre de variable de la même façon. Dans ce que j'ai montré ce matin, l'insistance que j'ai mise sur le fait que des choses comme la température et le vent étaient en première approximation obtenues par dérivation de la pression nous indique bien qu'il y aura beaucoup plus de petites échelles dans ces variables-là que dans la pression. Et la comparaison dans le rectangle rouge des deux panneaux, donc le panneau du haut, c'est la prévision à 24 heures, donc on pourrait aller vérifier sur le site, mais ça doit ressembler beaucoup à ce qu'on a pour l'analyse. Et par contre, le panneau du bas, c'était la prévision à 6 jours et demi, c'était quand même assez différent. Et ça nous rappelle le caractère chaotique des mouvements atmosphériques, le fait qu'à partir d'une condition initiale, de deux conditions initiales qui sont proches, le développement de structures comme ces basses pressions, les fronts associés, etc., va pouvoir suivre des trajectoires qui, au bout de quelques jours, deviennent assez différentes. Donc ça n'aura pas beaucoup de sens, au-delà d'une échelle de temps de l'ordre de 10-15 jours, d'essayer de prévoir un état très précis de l'atmosphère qui est celui dans lequel on croit le plus, avec une dépression à cet endroit-là précis. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien dire au-delà de 10 jours. Et tout l'enjeu de ce début d'après-midi est de vous donner des notions sur ce qui nous permettra d'avoir de l'information, mais sous quelle forme, à des échelles de temps un peu plus longues. Alors, on va structurer cet exposé en 3 parties. Une première partie où je vais revenir un peu sur la modélisation. Donc, j'aurais pu faire ça au début, ce matin, quand j'ai parlé de modèles de prévision numérique. J'ai préféré donner une petite idée de ce que sont les modèles de prévision numérique du temps tels quels, en gros, ce matin, et revenir sur les origines là maintenant, pour dire 2-3 mots aussi des perspectives. Donc resituer dans un contexte à la fois en regardant dans le passé et dire de tout type quelque chose sur l'avenir. Et ça va m'amener à parler du climat, du rapport entre prévision météo et climat, parce que cette séance s'intéresse aux échelles de temps un peu plus longues. Donc on ne parle plus juste on est dans la transition, disons, de l'un à l'autre. Et je reviendrai à la fin sur un petit peu des exemples de prévision pour l'énergie sur des échelles de temps plus longues. Alors, si on parle un peu de l'histoire pour prévision numérique du temps, il y a 2 noms qui ressortent en général. Le premier, Wilhelm Bjerknes, donc météorologue norvégien de l'école de Bergen. Il a eu avec lui de nombreux collaborateurs qui ont fait des contributions majeures à la compréhension de l'atmosphère. Et en 1904, il publie un manifeste météorologique sur lequel on va revenir juste après. Et l'autre personne, c'est Louis Fry Richardson, que vous pouvez connaître pour l'instabilité de Richardson, le nombre de Richardson pour les instabilités de cisaillement, donc britannique, et qui fait une première tentative de prévision numérique du temps en 1922 avec les ordinateurs de l'époque, c'est-à-dire papier-crayon. Donc on y revient juste après. Donc que dit Bjerknes? C'est la fin du 19e, début du 20e, et en fait il pose ce qui paraît peut-être évident maintenant, mais qui n'était pas du tout nécessairement à l'époque, que si on pense bien que l'atmosphère est un fluide régi par les lois physiques que l'on a pu déterminer par l'étude des fluides et par d'autres lois physiques qu'on connaît, eh bien, si on a une assez bonne connaissance de l'état initial de l'atmosphère et une assez bonne connaissance de ces lois qui font passer l'atmosphère d'un état à un autre, on doit pouvoir faire une prévision basée sur la science de l'état de l'atmosphère et donc du temps. Et donc ça revient dans l'exposé de ce que j'ai décrit ce matin, la partie sur les lois, et il ne le dit pas, mais la modélisation, la discrétisation, c'était les enjeux de discrétisation, de modélisation, de paramétrisation que j'ai évoqués. Et la partie sur la connaissance de l'état initial, j'ai parlé de la simulation de données, je n'ai pas tellement parlé des observations.
elle est un peu sous-jacente, mais c'est l'autre composante. Et il dit bien, les deux piliers, c'est ces deux choses-là. Connaître l'état initial, l'observer. Bon, il ne parle pas d'assimilation de données, bien sûr, à l'époque, mais... et l'autre pilier, la modélisation. Alors lui, il le dit, mais bon, je ne sais pas s'il se garde bien de le faire, en tout cas, dans ses contributions, il n'a pas tenté. Ses contributions ont plus porté, notamment, entre autres choses, sur la compréhension de la formation des dépressions aux moyennes latitudes, avec des schémas fondateurs comme celui du haut qui décrivent le cycle de vie et la formation progressive de dépression avec les fronts associés. Et donc c'est ce que j'expliquais à Jérémy au tableau, comment le développement d'instabilité. Le schéma du bas est juste une version plus moderne de la même chose, donc en couleur parce que c'est plus moderne, mais c'est essentiellement, ça n'a pas beaucoup bougé. Donc la compréhension fondamentale des mécanismes du processus du cycle de vie des dépressions était remarquablement bien compris à l'époque par cette école norvégienne. Ah. Sur quelle base ils ont compris ça? C'était sur une base empirique ou à partir de la dynamique, la mécanique des fluides? Je crois que c'est beaucoup empirique à partir d'observations, et je sais pas, je connais pas assez bien pour dire plus sur. Et si on regarde la partie du bas, imaginons qu'on ait une région avec les lignes vertes qui représentent des isobars et d'un vent représenté par les flèches, et sous-jacent à un gradient de température tel qu'on a de l'air froid au nord, de l'air chaud au sud, le gradient de température va être associé avec un cisaillement de vent par la combinaison des équilibres hydrostatiques et géostrophiques que j'ai décrits ce matin. Ce cisaillement de vent est instable, va avoir des modes instables qui se développent avec des pressions, des minima, des maxima, et autour des dépressions, là vous advectez l'air froid vers le sud, vous avez un front d'air froid qui avance avec les petits triangles bleus, un front chaud inversement de l'autre côté, et quand on arrive au panneau du bas, un développement non linéaire de cette instabilité, de ces fronts, et des choses qui se passent à la surface qui vont bien au-delà de ce que je peux dire, mais qui tendent à renforcer, l'écoulement étant contraint par la surface, qui renforce les régions de gradient et qui crée des discontinuités en température et en vent avec des très fortes signatures sur la vorticité pour ceux à qui ça parle. Mais ce n'était pas pour parler de ça, je voulais parler surtout de son manifeste météorologique qui pose les principes. Et donc Richardson, pendant la Première Guerre mondiale ou à la fin de la Première Guerre mondiale, tente de faire ça. Donc il profite d'une journée où pour je ne sais quelle raison, il y a un grand nombre d'observations en Europe qui lui permettent d'avoir une estimation d'un état initial. Il fait l'effort bien sûr, de discrétiser le domaine qu'il considère avec les mailles que vous voyez là. Les noms indiquent les endroits où il a des observations, donc il n'a pas des observations partout pour initialiser son état de l'atmosphère. Ça lui prend plusieurs mois de faire les calculs nécessaires pour prédire une évolution de l'état de l'atmosphère à partir des équations du mouvement. Et le résultat qu'il trouve est complètement nul, parce que ce n'est pas physique du tout. Il trouve une tendance, une évolution de pression de 145 millibars en 6 heures. La pression ne varie jamais autant à la surface. Bon, donc c'était pas très concluant de ce point de vue-là. Alors, présenté comme ça, bien sûr, je plaisante. C'est vraiment un travail pionnier et incroyable ce qu'il a fait. Le résultat négatif, en fait, pointe la difficulté de l'exercice. Déjà, le travail consistant à calculer à la main, tout seul, toutes les différences finies ou ce qu'il a choisi comme schéma pour avoir les tendances dans chacun des points de sa grille, etc., c'était gigantesque. Et il a imaginé, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, il a imaginé
usine avec plein de calculateurs, avec sans doute plein d'opérateurs ayant chacun leur petit livre de table de logarithmes pour faire les calculs et se passer les uns les autres les résultats et faire ça en temps réel pour prévoir le temps. Donc il y a une difficulté qui était une difficulté calculatoire. Bon, bien sûr, ça, il faut attendre les ordinateurs pour pouvoir le faire. Mais il y a une autre difficulté qui est pourquoi est-ce qu'il a obtenu ce résultat, une tendance qui n'est pas réaliste. Et là, c'est une difficulté qui est plus liée à la compréhension de la dynamique de l'atmosphère, à l'initialisation, à ce que permettent les équations qu'il a prises. Et en fait, il faut attendre 2 décennies à peu près, un peu plus, pour que ces 2 difficultés soient dépassées. D'une part, avec le développement des premiers ordinateurs. Donc on a John von Neumann dans les années 40 qui développe sur la côte est des États-Unis un ordinateur et qui cherche des problèmes qui nécessiteraient une grosse puissance de calcul pour illustrer l'intérêt de cet ordinateur. Et des météorologues, mathématiciens, dont Jules Charney, il n'est pas seul, mais il a fait une contribution majeure qui a été de trouver un modèle qui simplifie la dynamique de l'atmosphère et qui la résume à la partie juste l'équation de la vorticité barotrope. Alors ça peut paraître, pour ceux qui savent à quoi ça correspond, très simplifié, c'est effectivement un modèle très simplifié. Essentiellement, on retient vraiment que la partie quasi horizontale des mouvements de l'atmosphère. Et on va juste réussir avec ce modèle très simplifié à retenir, identifier les régions où il y a des structures tourbillonnaires comme des dépressions qui sont présentes et décrire par contre de manière assez pertinente leur dynamique et par exemple leur évolution, leur déplacement sur des échelles de temps de quelques jours. En 1955, il y a les premières prévisions opérationnelles avec donc un modèle quasi géostrophique. C'est quelque chose qui est plus sophistiqué que l'équation de vorticité barotrope, mais c'est une équation, un modèle qui filtre une partie des mouvements de l'atmosphère, qui ne retient que cette partie quasi horizontale associée à la vorticité, qui filtre notamment les ondes de gravité, et qui du coup se débarrasse de tout ce qu'il peut y avoir comme ajustement irréaliste du fait que la condition initiale n'est pas bien ajustée. Par exemple, si vous commencez avec un état initial où le vent n'est pas proche de l'équilibre géostrophique par rapport à la pression, vous avez vu dans toutes les cartes que je vous ai montrées, l'atmosphère se cale va vers un état où on a le vent qui est proche de l'état géostrophique, proche de l'équilibre géostrophique. Si dans votre état initial, vous n'avez pas ça, ce que vous décrivez dans votre modèle va commencer par s'ajuster. Et ce que Richardson a calculé, on peut le comprendre comme ça. C'est un problème d'initialisation, un problème de modèle choisi. Et à partir du milieu donc, du XXe siècle, des prévisions météo avec d'abord des modèles simplifiés. Alors depuis, on est passé à des modèles... on n'a plus ce genre d'approximation depuis longtemps, hein, mais c'est ce qui a permis de démarrer. Alors je saute... hop. Ah oui. Donc je saute plusieurs décennies avec des contributions... la mise en page a été... c'est mal passé. Des contributions innombrables, très collectives. Et je saute directement à cet article de revue publié dans Nature de Peter Bauer, Alan Thorpe et Gilbert Brunet, qui s'appelle justement The Quiet Revolution, pour souligner qu'il y a eu des avancées remarquables dans le domaine de la prévision numérique, mais sans que ça fasse des gros titres, sans que ça fasse des breakthroughs qui résultent de contributions progressives sur un nombre de choses en mathématiques appliquées pour les schémas numériques, pour la modélisation de ce système compliqué qu'est l'atmosphère, en assimilation de données, j'en ai parlé ce matin, et on a avec nous Olivier Talagrange, je suis content de voir mon collègue, qui a beaucoup contribué à ce domaine. En observation, parce qu'une part du problème, Bjerknes le disait, c'est réussir à déterminer l'état initial. Et
L'avènement des satellites à partir début des années 80 a été une étape clé. Et donc, ils concluent dans leur abstract que la prévision du temps est comparable comme problème en termes de calcul à la simulation du cerveau humain ou à l'évolution de l'univers primitif. Et ça a lieu tous les jours dans des centres comme le Centre européen, mais dans d'autres centres à travers le monde. Alors, oui, non, c'est pas... Et c'est donc comme ça qu'on a des prévisions comme celles que j'ai montrées depuis ce matin et que j'ai utilisées. Et peut se poser alors la question, est-ce qu'on peut quantifier dans quelle mesure ces prévisions sont bonnes ou pas? Et jusqu'où est-ce qu'on peut aller en avant dans le temps? Alors, pour quantifier les prévisions, vous vous rappelez, plusieurs fois, j'ai montré des cartes de pression, comme en haut à gauche ou en bas à gauche. C'est un champ de grande échelle. On a vu ce matin ce qu'étaient les analyses. Les analyses, et par exemple pour la pression, c'est bien contraint par les observations, parce que les observations satellites peuvent nous renseigner sur la distribution de la température, de laquelle, par l'équilibre aérostatique, on retrouve la pression. Donc la pression, on sait assez bien dire dans les analyses ce que c'est. Donc on peut utiliser les analyses pour nous dire ce qui s'est vraiment passé, revenir sur les forecasts à 1 jour, à 3 jours, à 5 jours, et calculer la corrélation entre ces champs de pression ou entre l'anomalie de ces champs de pression par rapport à une climatologie. Et donc plus ce coefficient de corrélation est proche de 1, et mieux c'est. Et donc dans cet article de 2015, Bauer et al. Montre cette courbe qui montre l'amélioration des scores, l'amélioration du skill des modèles de prévision météo au cours des 3 dernières décennies. L'article date de 2015. Donc l'axe horizontal montre l'année, on commence en 1981. On va se concentrer d'abord sur les courbes bleues. Les 2 courbes bleues montrent ce skill pour alors c'est pour... oui, pour 3 jours, pour le niveau géopotentiel à 500 hectopascales. Donc là, vous pouvez y penser comme la pression au milieu de la troposphère. La courbe épaisse bleue correspond à la prévision à 3 jours pour l'hémisphère nord, la courbe fine à la prévision à 3 jours pour l'hémisphère sud. Dans les années 80 et 90, vous voyez qu'il y a un gros décalage entre les deux. Et ça, c'est dû au fait qu'on a beaucoup plus d'observations dans l'hémisphère nord, avec beaucoup plus de stations météo sur les continents. Il y a plus de continents et les pays développés qui ont le plus de stations sont dans l'hémisphère nord. On a donc un gros décalage entre les deux dans les années 80 et les années 90. Vous voyez que le décalage se resserre, voire disparaît à partir de la fin des années 90. Et donc ça, c'est la signature de l'apport des satellites, d'une part. Mais je vous ai dit que les satellites, ça commençait à partir du début des années 80. En fait, il a fallu non seulement les satellites, il a fallu aussi les méthodes d'assimilation de données pour vraiment utiliser au mieux l'information présente dans les observations satellites et contribuer à l'amélioration vraiment de l'analyse et de l'estimation de l'état de l'atmosphère dans les modèles, ce qui n'est pas un travail simple du tout. À partir des fin des années 90, vous voyez qu'il n'y a plus de différence entre les 2 hémisphères. Et après, les différentes couleurs montrent l'évolution du skill pour différentes échéances, 3, 5, 7, 10 jours. Vous voyez une amélioration continue. Notez que l'axe vertical n'est pas linéaire quand on arrive aux dernières valeurs. Ça s'est étalé pour montrer les progressions qui deviennent minimes dans la courbe bleue. On gagne grosso modo 1 jour par décennie. Si vous regardez à quel moment on obtient pour la prévision à 6 jours la même valeur de skill que la prévision à 5 jours, c'est grosso modo 1 décennie. Alors cette figure peut être mise à jour et elle est disponible en fait sur le site du Centre européen.
Et si on la regarde sur le site du Centre européen maintenant, voilà à quoi elle ressemble. Et alors, on peut se demander si ça augmente pour toutes les échéances, mais ça sature un peu aussi. Et on peut se demander, et là on revient à ce que je disais avant sur l'aspect chaotique de l'évolution de l'état de l'atmosphère, il y a une limite de prévisibilité, et au-delà de 10, 15 jours, on ne va pas être nécessairement en mesure de déterminer, on ne sera plus en mesure de déterminer l'écoulement chaotique, des choses comme position de front ou de dépression, des choses comme ça. Et donc, on en vient... Ah oui, non. Avant d'en venir à l'autre question, mon autre question, c'était jusqu'où on peut aller dans le temps, en avant. On en vient là à une petite parenthèse. Donc, j'ai dit que je faisais cette petite perspective historique pour aussi mentionner quelque chose qui va, disons, des perspectives. Je vais faire une petite parenthèse sur l'IA et la prévision du temps. Il y aura Marc Bocquet plus tard dans la semaine qui fait un exposé et qui pourra vous en parler davantage. Il a fait un bel exposé il y a 1 an là-dessus. Depuis quelques années, il y a une explosion de modèles basés sur l'intelligence artificielle pour faire de la prévision du temps. Il y a eu en fait une étape clé qui est, je ne sais plus si c'est marqué là, c'est peut-être pas marqué là. Vers 2020, il y a un site WeatherBench qui a mis en place des jeux de données bien calibrés, bien structurés pour que différents groupes dans le monde puissent s'emparer de cette question, de ce problème, et des jeux de données pour s'entraîner, tester des modèles. Et du coup, il y a eu plein de différentes compagnies ou centres qui ont développé des modèles qui apprennent essentiellement de différentes manières, mais qui apprennent avec les réanalyses qui donnent la description de l'état de l'atmosphère sur plusieurs décennies. Donc ça fait un énorme jeu de données sur lequel apprendre comment on passe d'un état de l'atmosphère à un état suivant. Et grâce à la disponibilité de ces réanalyses, on a des modèles qui produisent des prévisions à des échéances de quelques jours, qui ont des scores assez impressionnants, parfois, voire souvent mieux que ce que donne le Centre européen. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, je mentionne juste que c'est un peu impressionnant, on peut se demander, waouh, alors c'est fini les modèles de prévision météo. Il faut garder à l'esprit qu'ils ont pu s'entraîner parce qu'il y a les réanalyses qui sont disponibles, et les réanalyses, un élément clé dans l'élaboration des réanalyses était les modèles et les méthodes d'assimilation de données. Donc c'est plus compliqué que ça. Je vais juste mentionner aussi que sur les scores, ils ont des scores impressionnants, mais les scores vont quantifier finalement la réussite du modèle à décrire la partie prévisible de l'écoulement. Or, ces modèles sont très doués pour ça, mais ça a aussi des inconvénients, parce qu'en fait, ils prévoient des champs qui sont souvent... Donc là, les deux figures que je montre, et puis le transparent d'avant, c'est issu d'une présentation de Mathieu Chantry de Le Sen-Vouleff. À droite, on a une sortie d'un modèle comme ça basé sur l'IA. Les champs que ça produit sont très, très réalistes, mais plus lisses que les champs produits par un modèle qui simule directement à partir des équations de la physique et des équations du mouvement fluide. Et du coup, notamment, on ne pourra pas tellement utiliser, en tout cas pas tel quel, de telles sorties de modèles si c'est les extrêmes ou des structures fines à l'intérieur de l'écoulement qu'on veut regarder. Donc, apprendre avec un peu de précaution, et je vous invite à en parler avec Marc Bocquet plus tard dans la semaine, si ça vous intéresse, il en connaît bien plus que moi sur ce sujet. Je reviens à cette question de qu'est-ce qu'on peut dire au-delà de 10 jours, parce que vous pourriez vous dire, si l'évolution chaotique de l'atmosphère fait qu'au-delà de 10 jours, on ne peut plus rien dire, ce n'est pas la peine de faire tourner le modèle plus longtemps. Alors, ça m'amène à parler de la distinction entre modèle déterministe, modèle probabiliste, prévision déterministe, prévision probabiliste. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait comme si ce qu'on cherchait à décrire, c'est demain, il va faire tel temps, et je vous montre une carte de l'état de l'atmosphère demain, et puis c'est presque la même quand on regarde l'analyse. Donc ça, c'est toujours une prévision déterministe.
On cherche à décrire finalement une réalisation de l'évolution de l'atmosphère dans laquelle on croit fortement. En fait, vous savez bien que ce n'est pas comme ça les prévisions, parce que même quand vous regardez, on en parlait ce matin, quand vous regardez la prévision pour la pluie dans l'heure qui vient, ça vous est donné non pas sous forme de dans 17 minutes il va pleuvoir et puis dans 32 minutes ça va s'arrêter, c'est donné sous forme de probabilité. Et vous concevez bien pourquoi c'est le cas. On a vu à quel point la précipitation, les nuages, c'était des choses à plus petite échelle. Donc cette notion de prévision probabiliste, en fait, vous en êtes familier. Mais alors du coup, comment est-ce qu'on va faire pour prévoir non plus, par exemple, une valeur de vent ou de température, mais une fonction de densité de probabilité, une PDF à 1 ou 2 jours? En fait, on ne sait pas faire une équation pour la PDF de l'état de l'atmosphère. Non, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ensemble de simulations. Chacune de ces trajectoires, c'est une intégration du modèle météo qu'on utilise, qui nous donne une prévision pour une évolution, une trajectoire possible de l'état de l'atmosphère. C'est une prévision déterministe, mais on sait bien qu'à cause de la nature chaotique de l'écoulement, à partir d'une petite erreur sur l'état initial, nos trajectoires peuvent partir dans des directions très différentes. Donc, et puis on sait aussi que notre état initial, on le connaît avec une certaine erreur. Mais je vous ai dit, dans les observations, il y a des erreurs. Et dans l'étape de simulation de données, on mélange des observations qui sont incomplètes et pas assez échantillonnées avec une prévision de modèle, et c'est toujours quand même qu'une sortie de modèle. Donc il y a de l'erreur sur l'état de départ. Oui. Du coup, l'ABA, dans les modèles, il est pris en compte juste sur la donnée initiale ou il est pris aussi en compte sur le long de la trajectoire? Sur les deux. Donc la question, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. On n'est pas tout à fait sûr de l'état initial. Et puis dans les modèles, je vous ai dit qu'il y a des paramétrisations, et dans les paramétrisations, il y a des choses qui ne sont pas bien contraintes. Et donc la façon dont, pour avoir un ensemble de trajectoires qui échantillonne autant que possible notre incertitude sur l'évolution possible de l'atmosphère et les erreurs qu'il peut y avoir venant de l'incertitude sur l'état initial et venant des erreurs de modèle, ils font les deux. Il y a des perturbations dans les paramétrisations sur certains paramètres, et il y a des perturbations. Et après, ça dépend. Les différents centres météo vont avoir différentes méthodes, différentes recettes, ils vont avoir différentes façons de construire leur ensemble. En tout cas, avoir un ensemble de trajectoires, échantillonnant autant que possible l'incertitude qu'on a sur l'évolution et l'état initial, va nous permettre de faire, à des échéances de temps diverses, des prévisions qui, cette fois, vont être probabilistes. Et ça peut nous permettre, par exemple, sur le schéma qu'on a là, symboliquement, ça peut nous permettre de détecter si, par exemple, dans un ensemble de 50 membres, il y a 7 à 15 membres qui décrivent la formation d'une tempête très violente, ben ça nous prévient qu'il y a un risque significatif, qu'on peut quantifier du coup, d'un événement extrême. C'est représenté là dans une figure de l'article donc, de Bauer, que je pourrais vous rendre disponible si ça vous intéresse. Donc c'est une autre représentation graphique avec l'état initial, le temps qui avance vers la droite, l'état initial en rouge avec un petit cercle représentant les incertitudes qu'on a sur l'état initial de l'atmosphère, et l'ensemble des trajectoires qui décrit certaines évolutions avec des variations, mais du coup avec aussi des éléments qui restent plus sûrs, et on peut du coup estimer une probabilité de précipitation. Et après coup, on espère vérifier que la vraie trajectoire de l'atmosphère, rouge, est bien dans l'ensemble, et puis qu'elle se répartit, quand on fait n prévisions, qu'elle se répartit dans ce qu'on a prévu comme état possible, de manière cohérente avec les probabilités qu'on a assignées à ces différents états possibles. Et en pratique, le Centre européen, du coup, met à disposition non seulement des graphiques comme ceux que je vous ai montrés jusqu'à présent, mais aussi, ils font tourner donc un ensemble de 50 membres. Alors, à plus basse résolution que le run
qui est à haute résolution pour la prévision court terme, et dont il représente là l'évolution. Sur ce graphe-là, c'est une prévision à 4 jours et demi. Et vous pouvez voir, c'est un peu difficile à lire, mais un éventail de possibilités quant au développement de la basse pression qui est sur l'Atlantique et qui s'approche du Royaume-Uni. Oui, ça c'est pour zoomer, et puis je mentionnais que ça permet de se poser des questions sur les extrêmes, sur la PDF de différentes variables ou de différents événements. Alors j'ai mentionné tout à l'heure il y a une question qui pourrait appeler à beaucoup plus enfin bon, on pourrait y passer beaucoup plus de temps, qui est comment est-ce qu'on évalue la qualité des forecasts. J'ai présenté une façon avec l'ACC, le coefficient de corrélation. Ce n'est qu'une manière, et ça a ses limites et ses défauts. En fait, il y a plein de scores pour regarder la qualité des forecasts. C'est toute une activité à part entière, de bien comprendre ce qui fonctionne pas, et de le quantifier. Je vais en présenter juste un autre, mais je le présente maintenant parce que c'est une façon d'évaluer si, quand on a fait une prévision probabiliste, donc avec un ensemble, ou imaginez qu'on a prévu une PDF. Après tout, l'ensemble, c'est une façon d'échantillonner la PDF de l'état de l'atmosphère ou de la température, si c'est ça qu'on regarde. Donc là, la PDF, elle représente, au lieu de représenter la PDF, là, c'est la CDF, Cumulative Density Function, qui est représentée, la courbe verte. Et bien sûr, à chaque fois, on n'a qu'une seule réalisation. L'atmosphère, il s'est produit qu'une seule fois. Donc, on compare la réalisation, l'observation, c'est a du coup une CDF qui est une fonction de Heaviside, qui passe de 0 à 1 à la valeur correspondant à ce qui a été observé. Et on va faire l'intégrale du carré de l'air bleu, ce qui va être d'autant plus... Donc plus ce sera petit, mieux ce sera. Plus on a la valeur moyenne qui est bien capturée, mieux ce sera. Et puis plus la PDF est resserrée autour de la valeur moyenne, mieux ce sera. Et donc c'est un score qui est utilisé pour évaluer les prévisions probabilistes et qu'on verra par la suite. Alors ce qu'on verra par la suite, c'est aussi parfois le CRPS-S qui en fait dit d'accord, mais sans même faire de prévision, j'ai toutes les observations passées qui me disent, si je regarde par exemple la température en un lieu donné à un jour donné de l'année, ça me permet de prévoir une certaine PDF de la température à laquelle je m'attends. Et donc la question est plutôt de savoir le CRPS de notre prévision probabiliste, est-ce qu'il est mieux ou pas que le CRPS qu'on calculerait pour la climatologie qui nous donne aussi une CDF. Donc le CRPSS, il sera positif quand on est mieux que la climatologie et négatif quand il est moins bien, et il peut aller à des valeurs négatives très grandes dans la façon dont il est construit. Alors, j'en viens à des prévisions probabilistes et j'en viens à l'autre question que j'avais posée. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller en avant dans le temps? Et du coup, je vais parler un petit peu de climat et de modèles climatiques. Et le point de départ que je veux avoir là-dessus, c'est de se poser la question. C'est une question que je m'étais posée, je ne comprenais pas très bien. Pourquoi est-ce que les centres de prévision météo et les centres qui font des projections climatiques, tous les deux, ils ont besoin de modélisation de l'atmosphère. Est-ce qu'ils utilisent les mêmes modèles? Non. Et en effet, les deux ont besoin de modéliser l'atmosphère, mais les deux n'ont pas les mêmes objectifs. Et donc c'est important de se rappeler qu'un modèle, c'est un objet fabriqué par des êtres humains. Quelque chose qui est fabriqué, c'est toujours fabriqué avec un but. Un modèle de l'atmosphère, ce n'est pas l'atmosphère, de même que ceci n'est pas une pipe. Et
Donc le but des modèles de climat, c'est le premier but, le minimum pour un modèle de climat, si on veut aborder la question du changement climatique, c'est de considérer le budget d'énergie sur la verticale, l'énergie qui rentre, l'énergie qui ressort. Le minimum pour un modèle météo, quand j'ai évoqué tout à l'heure la contribution de Jules Charney et l'équation de Vartiste-Barothrop, c'était de décrire des mouvements quasi horizontaux et comment des structures tourbillonnaires de grande échelle peuvent se déplacer horizontalement. Ce n'est pas le même point de départ, ce n'est pas les mêmes objectifs. Là, je montre une figure issue de rapport qui décrit l'évolution des composantes de modèles de climat dans différents rapports du GIEC ou de l'IPCC. Donc, début des années 70, bon, les premiers modèles de climat avaient une description des mouvements, mais un élément essentiel était de décrire la concentration en gaz à effet de serre, en CO2, ce dont on se passe pour des premiers pas en prévision météo. Et le point que je soulignais avec cette figure est que peu à peu, pour décrire le climat, on intègre d'autres éléments. On intègre l'océan. Alors vous le voyez apparaître à partir du second. F, c'est pour First Assessment Report, Second, Third, AR4. À partir du second rapport, on a un océan avec un peu de profondeur. Avant, on a juste un océan slab, swamp, des glaces, les surfaces continentales, la chimie. Et je souligne ça parce que, mais en fait, des choses comme l'océan, ça va avoir des échelles de temps qui sont bien plus longues que l'atmosphère. Jusqu'à présent, je vous ai parlé que de l'atmosphère, comme si la prévision du temps, c'était qu'une question qui concernait l'atmosphère, qui concernait juste l'atmosphère, déterminer l'état initial de l'atmosphère et décrire sa dynamique et des choses comme la physique des nuages pour les jours à venir. Quand on va à des échelles de temps un peu plus longues, il faut se rappeler que l'atmosphère, c'est une composante, et une composante assez légère d'un système climatique qui comprend aussi l'océan, les glaces, les surfaces continentales, la biosphère sur les surfaces continentales, l'humidité des sols, et que ces autres composantes ont d'autres dynamiques et d'autres échelles de temps, et une inertie qui est beaucoup plus grande. Alors, pour l'illustrer en continuant un petit peu sur le climat, ça c'est une figure issue du 6e rapport du GIEC, sur laquelle que j'aime bien regarder. Il y a beaucoup de choses à y trouver. Alors, c'est l'évolution des températures, c'est que du passé. Évolution des températures de 1850 à 2020 à droite, sur les 2 derniers millénaires à gauche. Si on regarde d'abord la figure de droite, on va s'intéresser qu'à la courbe en noir dans la figure de droite. C'est à partir des observations, donc la courbe noire, l'anomalie de température moyenne de surface par rapport à la période 1850-1900 pour l'ensemble du globe. Alors on voit qu'entre 1850 et 1900, ça varie autour de 0, c'est normal, c'est la période de référence. On voit que ça se réchauffe. Je vais mentionner un petit peu quand même ce que sont les deux autres courbes. La courbe bleu-vert et la courbe rouge-orange. C'est des simulations, des résultats de multiples simulations de modèles climatiques. Dans ces simulations, on a incorporé des changements dans les conditions limites de nos systèmes climatiques, à savoir, il y a des changements naturels et des changements anthropiques. Les changements naturels, c'est indiqué, solaires et volcaniques. Et puis la courbe bleue n'a pris en compte que les facteurs naturels. La courbe rouge-orange, les facteurs naturels, et anthropique, augmentation des gaz à effet de serre et des aérosols au cours des derniers siècles, du dernier siècle. Et le point que je veux... la dernière chose, c'est la partie grisée, enfin orange et puis verte, c'est l'enveloppe des valeurs prises par les différentes simulations. Donc on a plein de modèles qui ont tourné. Et comme leur variabilité interne n'est pas synchronisée, il n'y a aucune raison qu'ils varient ensemble. Donc quand on fait plein de simulations de climat pour un forçage donné en termes de gaz à effet de serre,
ben, on devrait avoir une courbe moyenne à peu près plate, et puis une enveloppe décrivant la variabilité possible, qui ne varie pas beaucoup. Or, vous remarquez qu'il y a des moments où il y a à la fois la courbe observée de température et les enveloppes des simulations qui varient très nettement avec, sur un signal donc annuel qui est là, avec une résolution annuelle, une baisse très forte de température, et ça met quelques années à récupérer. Et donc qu'est-ce que c'est des éruptions volcaniques qui ont été suffisamment puissantes pour envoyer des aérosols dans la stratosphère, qui sont restés plusieurs mois, voire plusieurs années, qui ont renvoyé une partie du rayonnement solaire dans l'espace. Du coup, ça refroidit la température de la Terre à tel point qu'il y a un signal qu'on détecte dans la température moyenne de surface. Et ce forçage-là étant présent dans les simulations et dans la réalisation unique qu'on a de l'atmosphère, on voit la signature dans les deux. Mais il y a d'autres choses. Donc c'était pour mentionner ça comme source de variabilité naturelle pour le climat, avec en 1883 l'explosion du Krakatoa en Indonésie, qui est très notable. Mais vous voyez que la courbe noire, donc je reviens maintenant à la courbe noire, ben, elle a d'autres variabilités. D'une année à la suivante, il y a d'autres facteurs qui contribuent. Et par exemple, on peut regarder le dernier trait, là la dernière explosion c'est Pinatubo, donc le Onga n'est pas sur le graphe. Et si vous regardez un tout petit peu après le Pinatubo, juste avant 2000, 98, vous avez par exemple un maximum de température qui est assez net. Alors peut-être, sans doute, vous avez entendu parler d'un mode de variabilité naturelle du climat, c'est de la variabilité interne, El Niño ou El Niño Southern Oscillation, ENSO. Et c'est une dynamique couplée qui a lieu dans la bande équatoriale de l'océan Pacifique. L'océan Pacifique, c'est gigantesque, c'est 15 000 km d'un continent à l'autre. Ce qui est représenté là, c'est une vue simplifiée de deux états possibles. À gauche, l'état, on va dire normal, standard, de la circulation de l'atmosphère et des températures de surface. Donc les couleurs décrivent la température de surface à la surface du Pacifique. Et en général, on a les vents, les alizés qui sont de est vers l'ouest à la surface, qui poussent en quelque sorte les eaux chaudes vers l'ouest du bassin. L'essentiel de la formation des nuages, la convection qui se forme là où il y a les eaux les plus chaudes, et là où les vents ont apporté de l'air chargé d'humidité vers ces régions, donc tout à l'ouest du bassin. Et de manière correspondante, la thermocline, donc thermocline, c'est un mot qui désigne la séparation assez nette entre des eaux chaudes en surface et des eaux froides en dessous. Et au niveau de l'équateur, avec le soleil qui chauffe, on a une thermocline très marquée avec des eaux qui peuvent être entre 20 et 30 degrés à la surface. Et au fond, ce qu'il y a dans les abysses, c'est de l'eau qui a été formée dense aux hautes latitudes, soit nord, soit sud, donc plutôt de l'eau à 3-4 degrés. Donc il y a une très forte différence de masse volumique, une stratification très marquée, un gradient très net, et on peut penser à ce fluide comme un fluide de couches, avec une séparation qui est la thermocline. Et en temps normal, donc, la thermocline a une certaine configuration, et il arrive que tout ça, ça bascule, j'évoquerai un tout petit peu comment après, et qu'on se retrouve avec des alizés fortement affaiblis, les températures les plus chaudes qui se décalent vers l'est du bassin, la convection qui suit, et on voyait que c'est associé à une structure de la thermocline qui est tout à fait différente. Le passage de l'un à l'autre est lié en fait à des ondes qui se propagent le long de la thermocline du bord ouest au bord est du bassin Pacifique. Et ces ondes, elles ont 15 000 km à parcourir. C'est quand même un fluide de couches avec deux couches qui n'ont des densités pas si différentes. Donc il faut penser que c'est un temps de parcours
très long, plusieurs mois. Mais par contre, c'est une structure d'assez grande échelle, c'est quelque chose de détectable. Et c'est une onde. La propagation d'une onde, c'est assez prévisible. Et donc, une fois que... Je fais ça en très bref, mais une fois que... Alors, ouais, je reviens sur le mécanisme juste après. ENSO varie de manière un peu irrégulière, mais avec une échelle de temps typique de 3 à 7 ans. On a différents indices pour quantifier dans quelle phase on est de cette oscillation. Ce n'est pas une oscillation comme un pendule qui oscille avec une période bien régulière, mais c'est un système qui a, on peut y penser, 2 états différents dans lesquels il peut être et qui basculent de temps en temps de l'un à l'autre. Et donc, puisque la bascule de l'un à l'autre fait intervenir quelque chose qui est... Donc c'est une dynamique couplée qui est compliquée, mais il y a une partie qui est liée quand même à une propagation d'ondes d'ouest en est sur l'ensemble du bassin. Et ça nous donne une certaine prévisibilité sur des échelles de temps de plusieurs mois. Parce que si on sait que la thermocline est en train de changer à l'ouest du bassin et qu'on a quelque chose qui se propage le long de l'équateur jusqu'à l'est et que ça nous fera basculer dans l'autre phase quand ça arrive à l'est, ben on peut en dire des choses. Et à partir des années... Ah, je ne l'ai pas mis là. Et en fait, on a eu des modèles de El Niño simplifiés à partir de la fin des années 80, avec un modèle de Zebbiak-Kane qui est très simplifié, mais qui est remarquablement pertinent, au moins pour comprendre. Et il y a du coup façon de prédire quelque chose sur l'état de l'atmosphère dans 6 mois. Alors ça peut... Bon, ce n'est pas en contradiction avec ce que je disais avant concernant l'aspect chaotique et la limite de prévisibilité. C'est l'état de l'atmosphère est forcé par nombre de choses, et notamment ses conditions limites avec les autres composantes du climat, notamment l'océan, qui a une inertie et des échelles de temps plus longues, et que de cette dynamique couplée, il y a des aspects de l'état de l'atmosphère dans quelques mois ou dans quelques semaines qu'on va pouvoir prédire. À titre d'illustration, ça c'est une prévision donc, issue du Centre européen pour l'anomalie de température sur une région du Pacifique qui est délimitée pour représenter l'évolution de El Niño. Et vous voyez à nouveau donc, un ensemble de prévisions. Mais ce que je veux souligner, ce n'est pas tant l'aspect ensemble, c'est l'échelle de temps sur laquelle on a ces prévisions qui vont jusqu'au début de l'année 2025. Donc si je reviens à qu'est-ce qui fait évoluer, qu'est-ce qui va déterminer l'état de l'atmosphère, on ne va pas passer tout en revue, mais j'ai parlé un peu de ENSO à titre d'exemple, en pensant notamment... Alors d'une part, c'est parce que c'est le premier mode de variabilité interannuelle de l'atmosphère, d'autre part, parce que vous en avez peut-être sans doute entendu parler dans les médias ou ailleurs. De manière générale, l'océan et les anomalies de température de surface, ça va être une condition limite essentielle. Les océans couvrent 70% du globe, et l'inertie thermique des océans est énorme par rapport à l'atmosphère, donc ça fait une condition limite pour votre système sur des échelles de temps qui sont assez longues. Donc dans la mesure où cette condition limite va influencer, par exemple, dans la mesure où les anomalies de température de surface sur l'Atlantique peuvent influencer l'évolution du temps sur l'Europe, on a un peu d'informations sur des échelles de temps un peu longues. Il y a des phénomènes comme la Madden-Julian Oscillation, qui est une organisation à grande échelle de la convection sur le bassin de l'océan Indien et qui se déplace, qui est très non linéaire et qui se déplace progressivement en quelques semaines de l'ouest à l'est du bassin, qui forme, quand ça se produit, une forte perturbation à l'état de l'atmosphère à une échelle, très grande échelle, qui va venir influencer le temps dans d'autres parties du globe. Et comme ça a une échelle de temps de plusieurs semaines, là aussi, ça nous donne de la prévisibilité. Des choses comme la couverture neigeuse, évidemment, ça a des échelles de temps d'évolution qui sont plutôt longues, enfin, semaines à mois par rapport à la limite de prévisibilité pour l'atmosphère. L'humidité des sols. Et je mentionne aussi la stratosphère.
Alors la stratosphère, ce matin, je m'en suis un petit peu moqué en disant il n'y a plus beaucoup d'atmosphère là-haut, c'est que c'est moins de 20% de la masse de l'atmosphère. Mais j'ai aussi mentionné que comme c'était très stratifié, il y avait des échelles de temps qui étaient assez longues. Et du coup, quand on a... là, ce que je représente, c'est le vortex polaire. Alors en ce moment, il est sur l'hémisphère sud. Quand on a le vortex polaire formé au-dessus du pôle nord en hiver de l'hémisphère nord, et qu'il arrive quelque chose à ce vortex polaire, il peut y avoir des évolutions non linéaires assez soudaines et assez dramatiques. Ça change la condition limite pour le développement des tempêtes en troposphère pendant plusieurs semaines, parce que la perturbation en stratosphère va mettre quelques semaines à se résorber à cause de ces échelles de temps plus longues. Et là aussi, ça nous donne un peu de prévisibilité. En stratosphère, il y a aussi un autre phénomène dont je n'ai pas parlé, qui est l'oscillation quasi-biennale, qui sont une oscillation des vents dans les tropiques, qui a une échelle de temps de 28 mois. Et là aussi, ça nous donne un peu de prévisibilité dans la mesure où ça influence ce qui se passe ailleurs. Donc, puisque l'atmosphère est une composante légère d'un système qui comporte d'autres composantes plus lentes, ça nous donne a priori la possibilité d'aller glaner un peu d'informations. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un mot-clé à voir, croisé sur ce sujet, c'est le mot de téléconnexion. Parce que vous pourriez me dire, mais El Niño, ça concerne ce qui se passe dans la bande équatoriale de l'océan Pacifique, mais très bien qu'on ait de la prévisibilité pour les températures au milieu du Pacifique équatorial. En quoi est-ce que ça nous concerne ici en Europe? En fait, les anomalies de température, notamment de chauffage associées, vont impacter l'organisation de l'atmosphère à plus grande échelle. Ça va pouvoir modifier la façon dont certaines ondes de grande échelle se propagent, et ça va modifier en fait des choses dans plein d'autres compartiments de la circulation atmosphérique. Et les connexions là sont représentées dans un article de revue de Daniela de Meissen. Et comprendre ces téléconnexions aide à comprendre d'où peut venir la prévisibilité, et aussi éventuellement à améliorer les forecasts sur des échelles de temps un peu longues. Parce que lorsqu'on a de la prévisibilité qui vient d'un phénomène de grande échelle, on peut compter sur les modèles de prévision numérique pour représenter ce phénomène de grande échelle, c'est déjà une chose. On peut ensuite espérer qu'il représente le lien entre le phénomène de grande échelle, par exemple El Niño, et tous les impacts que ça a ailleurs, donc ce qui est représenté par ces téléconnexions. Cette étape-là, ce n'est pas nécessairement le cas. Mais si on a compris les liens qu'il y a entre le mode de variabilité de grande échelle et l'impact sur la variable qui nous intéresse, par exemple des variables de surface en Europe, même, pourvu qu'on ait un modèle à l'échelle saisonnière qui nous donne une information pertinente, on saura un peu l'exploiter pour la variable qui nous intéresse. J'y reviendrai un peu dans la suite. Alors, je vais mentionner brièvement un autre mode de variabilité, la North Atlantic Oscillation, NAO. J'ai mentionné, vous vous rappelez ce matin, le rail des dépressions, le Storm Tracks. Donc, j'ai dit qu'on avait formation de tempêtes au-dessus de l'Atlantique. On en a vu plein dans les images que j'ai montrées. Ces tempêtes, elles ont une trajectoire privilégiée, préférentielle. En général, elles se forment donc à l'ouest du bassin atlantique. Elles traversent l'Atlantique en se dirigeant vers le Royaume-Uni, la mer du Nord, le nord de l'Europe, et elles apportent donc, comme on le voit dans le panneau de droite, vent, humidité vers le nord de l'Europe. Mais il arrive aussi que la structure de la distribution de pression à grande échelle se retrouve telle qu'on dévie le jet, qu'on dévie les rails de dépression, et on se retrouve alors avec une distribution des vents, des précipitations très différentes, et avec des implications importantes sur l'Europe. À titre, ça n'affecte pas que l'Europe, ça va affecter aussi l'Amérique du Nord. Là, on a
à titre d'exemple, pour janvier à mars, 2010 à gauche et 90 à droite, les anomalies de température associées pour ces périodes-là, avec une différence énorme. Et vous voyez, bon, il y en a un qui correspond à la phase négative, l'autre qui correspond à la phase positive de la NAO. Et si vous regardez, si vous notez ces deux dates, on les retrouve là. Donc 90, on voit qu'on est dans un... Pardon. Là, c'est en axe horizontal l'évolution de le temps. Et l'axe vertical nous montre un indice de la NAO qui est mesuré simplement comme la différence de pression entre deux points. Donc là, c'est l'Islande et Gibraltar. Comme il s'agit d'anomalies de pression à très grande échelle, les points précis qu'on prend ne sont pas essentiels. Souvent, c'est les Açores et l'Islande. Et vous voyez qu'on est en 90 dans un moment de phase positive très important, et 2010, au contraire, dans une phase négative très nette pour la NAO. Alors, ça a une dynamique qui est complexe, qui est drivée par un nombre de choses, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est un mode de variabilité qui est important pour l'Europe, parce que ça conditionne beaucoup la façon dont les tempêtes et les vents se forment et arrivent sur le continent. Oui. Est-ce qu'on a une formation de checkerboard, en fait, d'avenir, chaud, froid, chaud et inversé? Oui, on peut le voir comme ça. L'Amérique du Nord, au nord, c'est très chaud et ouais. Puis en Europe, c'est plus normal, c'est chaud, chaud. Et inversement, c'est le contraire. Ouais. Si tu reviens sur le slide précédent, c'est juste une question de symétrie. Le jet stream à droite, il va tout droit. Ouais. Et à gauche, il oscille. Donc on a l'impression que ce n'est pas juste une inversion de symétrie, les vents n'ont pas changé de signe, ils sont complètement différents et ça fait une inversion. C'est juste un peu étrange. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On aura bien... Est-ce que tu peux essayer de répéter? Ah, pardon. Donc la question est sur l'interprétation. Si on regarde le motif là qui est montré sur le transparent, en termes d'anomalie de température, on a un motif un peu quadrillé avec une phase positive, une phase négative, et surtout anomalie positive au nord de l'Amérique et au sud de l'Europe, même au nord de l'Afrique, dans un cas, et puis l'inverse dans l'autre. Et donc, ce n'est pas juste quelque chose de linéaire et de tout simple, parce qu'en effet, quand on regarde la structure du jet, l'évolution de la structure du jet qui est représentée de manière très schématique, là, est différente. Essentiellement, on dirige dans un cas l'essentiel des tempêtes plus vers le nord de l'Europe. Dans l'autre cas, on aura les tempêtes qui se dirigent plus vers le sud de l'Europe, qui apportent du coup, les anomalies de température et notamment de précipitation vers l'un vers l'autre. Je pense que bon, je ne vais pas avoir une réponse simple et immédiate. L'indicateur qu'on utilise reste un indicateur très simple et qui va avoir tendance à... Il n'y a pas de symétrie entre les deux. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, à des échelles intermédiaires, je vous ai parlé du coup ce matin surtout de prévision à des échelles de quelques heures à quelques jours. Et là, on réfléchissait de manière à peu près déterministe. On a parlé là d'autres composantes du système climatique qui varient plus lentement et de la possibilité de faire des prévisions saisonnières, ce qui peut être un peu inattendu, mais probabiliste. Et on peut se demander, et les échelles de temps intermédiaires? Mais en fait, les échelles de temps intermédiaires, de manière peut-être un peu paradoxale, ça a été un désert de prévisibilité pendant un certain nombre d'années. Ça change depuis 10-15 ans. Et ça, c'est un article de revue de White et al. De 2017, avec une figure qui souligne les différentes échéances pour la prévision, des prévisions plutôt auxquelles on pense de manière plutôt déterministe, pas nécessairement, mais
prévisions du temps en bleu à des échéances qui vont jusqu'à 10 jours, des prévisions saisonnières à plusieurs mois en violet, et entre les deux, des prévisions qu'on appelle S2S, subseasonal to seasonal. La raison pour laquelle on a mis du temps à avoir de la prévisibilité, à réussir à faire des prévisions à ces échéances-là, et qu'il faut non seulement décrire bien l'état initial, comme dans le cas des prévisions du temps, et l'évolution de l'atmosphère. Donc il faut avoir un bon modèle d'évolution de l'atmosphère et une bonne initialisation. Mais il faut aussi que le modèle en fait, soit couplé à toutes ces autres composantes, et notamment l'océan, qui évolue avec ses propres échelles de temps, et que le couplage soit réussi pour que toute dynamique couplée soit effectivement un peu représentée. Donc en fait, c'est une transition d'une région où la prévisibilité est dominée par la dynamique de l'atmosphère, la condition initiale, à une région où la prévisibilité est dans des modes de grande échelle qui impliquent d'autres composantes du système. Et quand le modèle de Zilbiakine ou des modèles simplifiés El Niño ne tiennent pas compte de l'état de l'atmosphère initiale, parce que c'est tellement léger, c'est pas là qu'il y a l'inertie ou l'information. Et il faut donc avoir les deux pour ces échéances S2S en orange, et c'est pour ça que ça a mis du temps à obtenir. Alors, il y a une chose qui est un peu troublante dans leur schéma, c'est que l'axe vertical quantifie donc le forecast scale, et on a l'impression qu'on réussit à prévoir des échéances très courtes, et puis au bout de 10 jours, on n'y arrive plus du tout. Et puis on y arrive, et puis après non. Et puis à des échelles de temps saisonnières, on y arrive super bien. Mais en fait, il faut avoir l'esprit qu'on n'est pas en train de regarder la question qu'on pose pour dire si on réussit à faire une prévision n'est pas la même. Pour la couleur violette, il faut imaginer, est-ce qu'on réussit à prévoir l'état de l'oscillation ENSO, El Niño dans le Pacifique. Et donc une bonne prévision sur ENSO, c'est super, c'est remarquable. Ça ne nous apportera qu'une petite information probabiliste sur est-ce que l'hiver prochain sera plus froid ou plus chaud que la climatologie en Europe. D'accord ? Donc voilà, ça c'est ce que j'ai dit. Donc ça il y a des changements en termes de prévisibilité S2S, il y a eu des changements vraiment impressionnants les 10-15 dernières années. Et je vais passer du coup à ma dernière partie et parler un tout petit peu de prévision à ces échéances-là pour l'énergie. Alors il y a un article de Lynch et al. En 2014 qui a regardé par exemple est-ce qu'on a de la prévisibilité pour le vent dans des prévisions à des échéances allant jusqu'à 3 semaines, 1 mois. Chaque point correspond à une moyenne sur une semaine ou 5 jours peut-être. Ils vont jusqu'à 4 semaines et le score qui est utilisé est le CRPS. Donc quand c'est le CRPSS Skill Score. Donc tant qu'on est positif, on fait mieux que la climatologie. Et quand on se rapproche de 0, on ne fait pas beaucoup mieux que la climatologie. Et on voit qu'on réussit à avoir, avec cet indicateur, pour cette variable, le vent à 10 mètres, de la prévisibilité jusqu'à 3 semaines environ. Donc c'était notable de le faire ressortir. Donc avec un doctorant, Navin Gautam, qui travaille maintenant chez EDF, on a revisité ça il y a quelques années. On a regardé, donc on a fait un update, et on a profité aussi du fait que les sorties météo incluaient maintenant le vent à 100 mètres, motivé par l'énergie éolienne. À gauche, on a le même quantité CRPSS pour la température, avec les barres rouges qui montrent la médiane et les barres grises qui montrent la moyenne. Et à droite pour le vent. Alors, si on regarde la température, on réussit à avoir une information du skill avec
jusqu'à 3 semaines, un peu moins. Si on regarde la médiane, ça nous laisse même à penser qu'on peut avoir de l'information jusqu'à plus qu'un mois. Le vent est plus difficile à prévoir, c'est une variable qui aura plus de structure à petite échelle, c'est une variable qui est plus difficile. On n'a pas de prévisibilité aussi loin. Au-delà d'une dizaine de jours, on n'a plus beaucoup de prévisibilité si on regarde la moyenne. Et si on regarde la médiane, on va jusqu'à 3 semaines. Alors, si sur les thématiques de prévision S2S et énergie, alors il y a eu une grosse activité au cours des 10 dernières années, coordonnée notamment par un projet européen S2S4E, qui était coordonné par Albert Sorey à Barcelone. Et Laurent peut vous en parler parce qu'il a participé, il faisait partie de ce projet. Et donc j'ai ils ont fait plusieurs fiches d'études de cas pour illustrer, et notamment pour illustrer, ce qui m'importe là, c'est d'illustrer la façon dont ils fournissent leur information. Il y a eu un énorme travail pour réfléchir à... et c'est d'ailleurs dans l'article de White et al. Un des points sur lequel ils insistent le plus, pour que l'information que les modèles peuvent apporter à ces échéances-là soit utile à différents secteurs. Il faut un travail en profondeur et en interaction avec les secteurs en question pour comprendre quelle partie de l'information et sous quel format ça peut être pertinent et utilisable. Comme on a affaire à des prévisions probabilistes, c'est pas évident à manipuler. Quand à des échéances très courtes, on donne à des utilisateurs une estimation de voilà, demain, on est assez convaincu que l'état de l'atmosphère, ça va être ceci ou cela. Ils peuvent prendre cet état de l'atmosphère, cette prévision déterministe, et nourrir je ne sais quel modèle ou critère de processus de décision pour en tirer parti. Quand on fournit un ensemble qui donne une prévision probabiliste, selon ce qui intéresse les utilisateurs, ça va être beaucoup plus difficile à utiliser. Et donc, il y a un gros travail dans différents secteurs pour ça. Et S2S4E a été une contribution marquante pour faire avancer ces prévisions, ces échéances pour l'énergie. Alors, l'étude de cas en question, c'est une vague de froid qui a eu lieu à la fin du mois de février 2018 sur l'Europe. Si on regarde les graphiques qui montrent les anomalies de différents champs, regardons juste le panneau en haut à gauche. Et vous voyez qu'on a, donc c'est des anomalies standardisées, mais on a des valeurs de température qui sont très 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 nettement en dessous des normales climatologiques pour le premier quart de 2018, avec notamment une signature un peu forte sur l'océan au large de l'Irlande, mais ça nous est égal, mais par contre sur l'Europe centrale. Là, on a cette fois une série temporelle à droite pour le mois de février, avec semaine par semaine la barre noire chaque semaine. L'axe vertical, c'est le temps, l'axe horizontal, l'axe vertical, c'est la température, l'axe horizontal, c'est le temps. Pour chaque semaine, la barre noire vous indique la valeur observée. La courbe en tiret nous montre l'évolution de la température moyennée jour par jour. Et les 2 semaines à remarquer, c'est la semaine du 20 au 27 février, du 27 février au 6 mars, où vous le voyez dans la série temporelle journalière de température et dans les moyennes hebdomadaires, des valeurs très très en dessous de ce à quoi on s'attend et de ce à quoi on s'attend à partir de la climatologie. Les couleurs bleues indiquant la climatologie. Pendant plusieurs jours, donc on a même atteint des températures, si vous regardez vers le 28 février, on était 8 degrés sous la normale. Sachant que c'est une moyenne sur une région étendue, c'est énorme, 8 degrés sous la normale. Et donc, les prévisions, donc des sorties de modèles météo permettant d'évaluer la température, ont été utilisées, et ce sur quoi je veux revenir, c'est la façon dont ils extraient l'information et dont ils la présentent.
On a 4 panneaux, et c'est des prévisions pour cette semaine très froide, la semaine qui commence le 27 février. Donc si vous revenez à la figure d'avant, donc la semaine la plus froide avec une température jour par jour qui commence à 8 degrés plus faible que la climatologie, une température moyennée sur la semaine qui est bien un peu plus de 4 degrés plus faible que la climatologie. Et donc on regarde les prévisions pour cette semaine-là, quand on fait démarrer les prévisions 4 semaines en avance, 3 semaines en avance, 2 semaines en avance et 1 semaine en avance. Alors en fait le plus simple c'est peut-être de regarder 1 semaine en avance. Quand vous regardez 1 semaine en avance, l'axe vertical correspond à l'anomalie de température et l'axe vertical est calé de telle sorte que la prévision climatologique correspond à avoir un tercile, le tercile le plus bas qui est en bleu, le tercile normal qui serait en gris, le tercile le plus chaud qui serait en rouge. Donc si on utilisait juste la climatologie, on aurait, elle n'est pas représentée là, une distribution qui se répartirait autour de ces 3 couleurs. Vous voyez que les couleurs restent au même niveau sur les 3 graphes. Donc quand on regarde le panneau de droite, et donc la courbe montre ce que l'ensemble décrit comme PDF pour la température, les petits points jaunes nous indiquent où sont les membres de l'ensemble. À partir des membres de l'ensemble, on reconstitue une PDF. Et très 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 clairement, on est à 1 semaine avant en train de prévoir qu'on aura des températures très nettement sous la normale. Et ce qui s'est produit est représenté par le losange violet. Donc 1 semaine avant, la prévision est très bonne. Donc vous me direz, 1 semaine avant, ce n'est pas les échelles de temps un peu plus longues dont je parlais avant. Donc regardons 2 et 3 semaines avant. Eh bien, 2 semaines avant l'événement, on est quand même. Donc on est 2 semaines avant, donc on est en train de prévoir pour les jours 7 à 14 quand même. 14, ça commence à être loin. On a 56% de nos membres d'ensemble qui prévoient qu'on sera sous la normale. Donc déjà 2 semaines avant, on a un avertissement assez clair qui risque d'y avoir un événement de froid significatif, même si on n'est pas encore en mesure de le prévoir de manière aussi claire que quand on est 1 semaine avant. Et 3 semaines avant, c'est aussi relativement bon. Vous avez les pourcentages à gauche, avec quand même 43% des membres qui sont dans le tercile inférieur de la climatologie. Il y a donc de l'information, il y a de la prévisibilité à cette échelle de temps-là. Elle n'est pas non plus nécessairement évidente à utiliser et il y a un travail pour l'extraire, l'apprivoiser et l'appliquer aux enjeux qui intéressent différents acteurs. Je termine sur un exemple. Oui. Je peux te poser une question de façon naïve à propos de... Donc là, on voit sur 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines avant, la prévision telle qu'elle est faite et on voit qu'il y a de l'information, comme tu l'as dit. Et on peut se poser la question, est-ce que à quel niveau on est dans la qualité de cette prévision par rapport à ce qui est possible à faire, à prévoir en principe. Donc je sais évidemment ça va être difficile de répondre à cette question, mais est-ce qu'on a des manières en fait de voir si on aurait pu faire mieux en principe, ou alors est-ce que c'est limité par la nature chaotique de la dynamique et que en principe on n'aurait pas pu faire mieux? C'est une excellente question. Je n'ai pas de réponse définitive. Par contre, un élément de réponse est qu'il y a des situations où on peut savoir qu'on a de la prévisibilité, des situations où on peut, par contre, il y a un travail important qui est de quantifier si, à un moment donné, on sait l'incertitude en fait de la prévision. Et dans certaines configurations d'atmosphère, on peut penser d'atmosphère et ou d'autres composantes. On a des windows of opportunity où on sait qu'on aura plus d'informations. Si je reviens à l'exemple du vortex polaire,
juste après un échauffement stratosphérique soudain du vortex polaire dans l'hémisphère nord, par rapport aux conditions climatologiques, on a beaucoup perturbé la stratosphère, qui est dans un état très différent, et ça va durer pendant quelques semaines, et on a une petite idée de comment la stratosphère va s'en remettre. Et donc là, on a par exemple, a priori, une fois que c'est produit, un peu plus de prévisibilité. Laurent, est-ce que tu aurais des éléments à ajouter là-dessus ? Oui, alors en fait, souvent ce qu'on regarde, c'est quel est l'apport de la prévision par rapport à la climatologie, comme tu l'as bien expliqué. Et on voit, donc en gros, on regarde des tas de situations comme ça, on fait des grands ensembles de vérifications, et puis on quantifie ça avec des scores probabilistes, donc les CRPS, des Breyer scores, des ROC scores, etc. Et moi, de mon expérience, j'ai bossé très longtemps sur ces prévisions-là. Ce qu'on montre de façon très claire et très objective avec ces scores, c'est qu'il y a effectivement de la prévisibilité. Alors sur le paramètre que j'ai le plus regardé, c'est la température en France, la température moyenne en France, et on montre qu'on a effectivement de la prévisibilité en hiver pour les vagues de froid et en été pour les vagues de chaud. C'est là que la prévisibilité est la meilleure. Donc quand le signal effectif, quand la réalisation s'éloigne très fortement de la normale, c'est là que le modèle est le meilleur. Alors il y a un petit biais parce que le nombre d'événements, plus l'intensité est forte, moins il y a d'événements, donc il y a un biais statistique derrière. Mais globalement, on montre que ça marche très bien. Et après, le juge de paix, ça serait de comparer par rapport aux observations, par rapport à la réanalyse, par exemple. Et on sait clairement qu'on ne prévoit jamais parfaitement bien les choses. Mais néanmoins, quand même, dans mon expérience, donc plus les anomalies froides en hiver et chaudes en été sont fortes, meilleure est la prévision, plus fiable elle est. On a toujours un problème d'intensité de l'anomalie qui est prévue, qui est jamais au niveau enfin, qui est pas souvent au niveau de ce qu'on observe. Là, c'est un peu un contre-exemple, puisque globalement, la moyenne, là, une semaine en avance, l'anomalie prédite, elle est beaucoup plus forte que le réalisé. Mais voilà, donc objectivement, on a effectivement de la prévisibilité à ces échéances-là. Merci Laurent. Et donc, je vais conclure avec un autre exemple de travail qu'on a fait au LMD, donc avec le même doctorant, Navin Gautam. La question qu'on se posait était, est-ce qu'on peut, quand on utilise des prévisions S2S pour des variables de surface en Europe, comme la température, le vent, on sait que les variables de surface, ce n'est pas nécessairement les mieux décrites dans les modèles, pas nécessairement les plus fiables, et on sait que l'information dont on pense qu'elle est fiable à une échéance de plusieurs semaines, c'est dans la grande échelle de l'atmosphère. Et donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut identifier ce que nous dit le modèle dans la prévision pour l'état de grande échelle de l'atmosphère, à partir des observations passées, relier cette information sur la grande échelle à la variable qui nous intéresse, et puis dans les prévisions, du coup, utiliser cette relation statistique pour avoir de l'information sur la variable de surface qui nous intéresse. Alors en fait, réduire la dimension de l'état de l'atmosphère, capturer selon la grande échelle, c'est quelque chose de classique, et les gens ont beaucoup étudié, par exemple, le géopotentiel à 500 hectopascales, donc la pression au milieu de la troposphère, en faisant une décomposition en analyse, une principal component analysis, avec différents motifs classiques qui ressortent. On a fait quelque chose d'un tout et donc cette décomposition en composante principale va être faite de manière à maximiser la variance qu'on capture avec les premiers modes. On peut faire une toute petite variation là-dessus et identifier dans la variation de la Z500, donc qui est représentée en haut, les modes qui vont capturer le plus de variabilité de la variable de surface qui nous intéresse. Donc en fait, juste on conditionne différemment la façon dont on réduit la dimension, avec un objectif en tête qui est de décrire aussi bien que possible, par exemple, la variabilité du vent. Et du coup, ça nous capture statistiquement la relation entre la grande échelle et la petite échelle. Et après, en utilisant une prévision qui est faite, donc par exemple la prévision du Centre européen et ses 50 membres, on fait passer ça à travers la relation statistique qu'on a identifiée, et on obtient, alors je ne l'ai pas représenté là, mais on obtient un nouvel ensemble pour la variable qui nous intéresse, le vent de surface,
à partir de notre relation statistique. Et on a extrait en fait l'information qu'on a retenue de la prévision, c'est l'information de grande échelle telle qu'on l'avait capturée avec notre analyse statistique. Et alors la question, lequel fait le mieux pour les scores? Suspense, eh ben, c'est le CMWF. Hein. Mais par contre, non, en fait, là je suis méchant avec nous-mêmes, ben, c'est difficile de faire mieux que le modèle. Mais par contre, en fait, quand on met les deux ensemble, on se retrouve avec un ensemble de 100 membres, et l'information qu'il y a dans l'ensemble de droite n'est pas la même que l'information qu'il y a dans l'ensemble de gauche. Et il peut arriver, par exemple, pour illustrer ce qui peut se passer, là c'est l'exemple sur une prévision. On a une prévision pour une région donnée en Europe du vent à 100 mètres, avec la prévision à semaine 3, 4, 5 et 6. Et il y a différentes couleurs. Alors j'ai utilisé les mêmes couleurs. En jaune, c'est la PDF prévue par les simulations directes, les simulations DI pour dynamique du Centre européen. ST, c'est pour ce qu'on a reconstitué statistiquement à partir de Z500, de la grande échelle de la prévision du Centre européen. Et quand on met les deux ensemble et qu'on a un ensemble de 100 membres, c'est la courbe verte. Et la courbe noire, c'est la climatologie pour ces différentes semaines. Et si vous regardez, alors il se passe beaucoup de choses, mais si vous regardez au tout début, juste la première et la dernière semaine, aux échéances courtes, eh ben, la prévision entre guillemets dynamique du Centre européen en jaune est ce qui se trouve le plus près de l'observation, qui est la barre rouge. À mesure qu'on avance dans le temps, en tout cas dans cet exemple, notre modèle statistique a capturé quelque chose de pertinent et l'observation est plus dans le cœur de la PDF prévue par cet ensemble statistique. Et l'ensemble de 100 membres, qui est plus grand, le vert, hybride, profite de l'un et de l'autre. Et en fait, on échantillonne une partie de l'incertitude dans la prévision qui n'est pas juste présente quand on extrait de la prévision du Centre européen uniquement les vents à 100 mètres. Donc si on... Pardon ? Ouais. C'est une question. Ça, c'est pour un cas ou c'est général ? Non, c'est un cas. C'est illustratif. Les cas où c'est pas du tout comme ça, je suppose. Ouais. C'est illustratif pour comprendre comment ça peut se passer. Après, pour quantifier plus systématiquement, là, c'est le CRPS. Alors, c'est un faire CRPS parce que, pour tenir compte du fait qu'on a 100 membres au lieu de 50. Donc, c'est une façon de tenir compte du nombre de membres. Donc, quand le CRPSS est positif, c'est bien, on fait mieux que la climatologie. Quand ça devient nul, c'est qu'on est aussi bon, mais pas plus que la climatologie. À chaque fois, donc c'est pour semaine 3, 4, 5, 6, à gauche, à chaque fois, on a les valeurs du CRPSS pour les prévisions dynamiques du Centre européen, ensuite pour notre modèle statistique et ensuite pour le modèle hybride. Et ce qu'on voit, c'est que notre modèle statistique devient plus intéressant à mesure qu'on avance dans le temps et que le modèle hybride récupère, semble-t-il, de l'information de l'un et de l'autre et donne des scores, du coup, qui sont au-dessus de 0, un petit peu, jusqu'à 6 semaines. C'est la moyenne et la médiane ? Oui. Alors, j'arrive à la fin de mon temps, et du coup, j'ai prévu un résumé très bref. On a parlé ce matin un peu de circulation atmosphérique, et le point essentiel que je voulais faire passer, c'était ce lien dynamique important entre pression, qui est une variable vraiment centrale, grande échelle, la masse de l'atmosphère, et vent, température d'autre part. On a parlé des modèles, et le mot que je veux retenir sur les modèles, c'est réanalyse, parce que je pense que sans doute un certain nombre de gens dans la salle utilisent les réanalyses. Et quand on a parlé de prévision à des échelles de temps courtes pour l'énergie, on a insisté sur l'importance de mettre ensemble, de combiner des informations qui peuvent être locales, d'observation locale, et des prévisions de modèles numériques. Aujourd'hui, cet après-midi, on a reparlé un peu on a remis dans un contexte historique les prévisions du temps.
On a parlé de l'évolution des scores, mais j'ai mis au pluriel et un R. Alors le R, c'est pour faire référence à l'article de Bauer, Quiet Revolution. Le R, c'est aussi pour faire référence à l'irruption de l'IA, qui change peut-être un certain nombre de choses. Le S, c'est parce qu'il y a plusieurs façons de voir ça. Évolution, il y a l'évolution des scores. Et il y a aussi l'évolution de déterministe à probabiliste, qui est un peu sous-jacent. Donc c'est pour ça qu'il y a une typographie un peu particulière pour ça. On a parlé ensuite de S2S et on a parlé de... Donc j'ai donné un exemple cherchant à relier un indicateur de grande échelle de variabilité à la variable d'intérêt. Bon, c'est ce qu'on a fait, mais il y a plein d'autres articles et d'autres gens qui cherchent à regarder et à relier des choses comme la MJO à la variable qui nous intéresse, à extraire de l'information et de la prévisibilité de différentes manières, de la grande échelle vers ce qui nous intéresse. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention.